Ouais, je suis pas sûr, en plus il pleut. J'ai un moment là à attendre, un rendez-vous. Je suis pas sûr de ne pas perdre mon temps en faisant cette vidéo, mais je pense que bon, ça mange pas de pain qu'elle soit... bah, qu'elle existe. Hein. Au départ, je voulais corriger une petite erreur, enfin, je dis petite parce que c'est vraiment... Il y avait un débat théologique, et vous avez Yves Déhaene, pour qui j'ai d'ailleurs beaucoup d'estime pour sa culture. Je l'avais interviewé sur le conflit moyen-oriental. Bon, je sais pas ce qu'il a, il est irascible, il est acariâtre, voilà. Bon, le problème, c'est qu'il tend le bâton pour se faire battre parce qu'il se fait traiter d'alcoolique. Bon, alors ça, les musulmans des Space France Intel, hein, ils ont tendance à insulter tout le monde, mais hier, je suis passé par hasard, voilà, j'écoutais, et puis en plus, de toute façon, Résilient me descend tout le temps, donc j'ai pas pu vraiment intervenir, mais je voulais, c'était pour lui, corriger une erreur, pas grave en fait, pas gravissime dans le contexte. Et c'est comme si j'étais monté pour dire athée, ça s'écriait E, et il faut mettre un E même au masculin, et le mec, pendant 40 minutes, il m'a empêché de parler en faisant tout un délire cosmo-métaphysique. Donc du coup, bon, moi je suis resté exprès pour voir combien de temps ça allait durer, pour avoir un chronomètre, parce que ça, ce que j'allais dire allait prendre 3 minutes. Là, sur cette vidéo, je vais entrer dans plus de détails, parce que c'est pour le Z aussi. Le Z, il voulait savoir, puis il a jamais pu savoir, puisque Yves m'a empêché de parler, c'est un problème de relief et de confondre les dimensions. Donc hier, dans un space, Yves a dit, on ne peut pas, enfin, les maths ne reposent pas sur la logique. Bon, il a dit ça, c'est enregistré, et alors il a dit pas que, et en grande partie pas sur la logique. Donc ça c'est faux. Et formellement, factuellement, et en plus ça n'a jamais changé, ça changera jamais, ça restera éternellement faux, ça a toujours été faux. D'ailleurs c'est ce qui fait les maths. Hein. Donc je vais corriger cette première erreur. Ensuite il a dit, il y a d'ailleurs un théorème qui le démonte. Alors pas du tout, c'est faux, il pensait au théorème de Gödel mais c'est faux. Et puis aujourd'hui je suis monté pour lui dire son erreur, que je vais ensuite développer, là je suis en train d'introduire. Il n'a pas été possible de parler, il m'a sorti tout son CV mondain, parce qu'en fait Yves il est pas du tout expert ni professionnel, mais vrai ou faux, peu importe, parce qu'il y a beaucoup de livres en librairie que vous pouvez acheter chez Elsevier et compagnie. Donc il peut très bien avoir lu, il peut aussi très bien avoir papoté et avoir un accès à de la culture vulgarisée, par exemple les comiques échanges entre théorie des ensembles, théorie des catégories, etc. Voilà. Et lui, là, il a capté, mais il est complètement, c'est typiquement, c'est comme les gens qui pensent qu'il y a des trous noirs, etc. C'est-à-dire qu'il a capté la conclusion vulgarisée, parce qu'il a fait un petit peu d'études au début de sa vie quand il était jeune, et puis ensuite s'est cultivé, mais il a lâché, il n'a pas compris que, enfin bref, je vais y venir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Un théorème de maths, en fait, c'est tout simplement, c'est vraiment c'est un truc qui n'a jamais varié, qui ne variera jamais. C'est une phrase dont on démontre que par sa construction grammaticale, elle ne peut recevoir que la valeur vraie. Voilà. Donc, on pourrait appeler ça une tautologie. Voilà. Moyennant, alors ça c'est ce qu'on appelle la logique propositionnelle. Après, vous avez la logique du premier ordre, mais qui répond au même principe. Sauf que l'ensemble des théorèmes de la logique propositionnelle, c'est un ensemble co-NP complet. Bon, après, je vais rentrer dans certains détails quand on affaiblit les logiques, mais c'est pas très important. Et puis, les théorèmes du langage du premier ordre, c'est un ensemble récursivement énumérable. Donc ça changera jamais, parce que bon, c'est absolument les bases, les atomes du langage, si vous voulez. Une fois qu'on a épuré le langage de toutes ces toxines, qu'est-ce que j'appelle une toxine? C'est-à-dire que c'est quand il introduit un axiome par ses règles de grammaire, et alors ce que font les mathématiciens, et d'une manière générale aussi, essayent de faire les physiciens, c'est d'extirper et le rendre explicite. C'est-à-dire, on dit, on va pas le laisser cacher dans le langage l'axiome, on va affaiblir le langage pour qu'il produise pas cet axiome, et puis au bout d'un moment ça s'arrête, on a tout affaibli, il y a plus, voilà, on peut le voir de ses propres yeux, c'est un truc factuel, matériel, tous les axiomes sont visibles. En fait, l'activité scientifique, elle ne diffère pas de n'importe quelle cogitation. C'est une activité c'est un mode d'emploi, c'est un mode opératoire de production et d'échange de textes, où tout se voit, voilà. C'est pas comme la philosophie, où c'est fumeux, on sait pas ce qu'on a supposé, on sait pas où sont les postulats. Quand un mec il dit je pars du postulat que c'est pas vrai, en fait, il en ajoute plein qui sont implicites, etc. Et donc les maths et la physique ne peuvent pas se permettre ça, hein, parce que je rappelle à la fin quand même, c'est les mêmes gens qui cogitent aux maths et à la physique qui sont payés, les professionnels, je parle pas les amateurs, voilà, et à qui on va demander de certifier un cahier des charges de la construction d'un avion, d'un satellite, d'un médicament, etc. Il y a une partie scientifique non matheuse et non physicienne, comme la médecine, la biologie, etc., qui vont prendre leurs responsabilités, bien entendu. Ils vont amener leurs postulats. Bon, en général, ils ont un peu de savoir-faire, donc ils n'ont pas besoin d'avoir recours aux mathématiciens ou aux physiciens explicitement pour valider leur raisonnement, mais parfois si, à cause des probabilités ou à cause de petits trucs comme ça. Et donc, ils vont amener leurs postulats. Le mathématicien ne va pas les discuter, parce qu'un postulat, c'est une hypothèse. Hein, donc, il ne va pas les discuter, il va partir des hypothèses, il va dire oui, et puis bon, vous avez une espèce de symbiose comme ça qui se fait avec la seule question réellement
non fondamentale, c'est celle du zippage de fichiers, c'est-à-dire celle de la compression du message, fidèle, hein, attention, on n'est pas dans le format JPG, on est dans le format zip, pour éviter d'écrire des phrases qui font 10 milliards de longueur pour dire des choses qui sont, en fait, qui doivent être utilisées souvent. Voilà, donc en fait, on a à un moment donné un problème d'abréviation, ça va pas plus loin. Et la science et les maths se définissent, enfin, le corpus mathématique de la science se définit par le fait que tout doit se voir. Voilà, le raisonnement, tout ce qui est supposé est supposé. Ça se voit que c'est supposé. Alors, ça se voit dans le raisonnement, il y a une tradition qui veut qu'on le répète. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça, qui veut qu'on le répète au début ou à la fin. On a la liste de tout ce qui n'a pas été prouvé dans un raisonnement et c'est automatique. C'est pas Yves qui décide, c'est pas moi, c'est personne qui décide. C'est automatique. Tout ce qui n'est pas justifié, n'est pas, y compris les inférences et y compris les implicites, sont remis au début via un algorithme qui est toujours le même. Donc un théorème de maths, en fait, c'est tout simplement une phrase vide. Voilà, c'est une phrase qui n'affirme rien, mais quand on la voit au premier abord, on se dit elle affirme quelque chose, et c'est toute la magie de cette pratique humaine, c'est que il existe des théorèmes de maths, déjà, parce qu'on aurait pu penser qu'à part 2 égale 2 et 3 égale 3, il n'y en avait pas, hein. Mais il se trouve qu'il y en a. Alors à quoi c'est dû? C'est dû au zippage, c'est-à-dire que, en fait, un théorème de maths, c'est une version dégradée, c'est un cas particulier d'une évidence absolument plate, de la forme si A alors A, où A peut être une phrase qui fait 50 milliards de signes. Et vous pouvez passer au cas particulier dans ce qu'on appelle les occurrences positives ou à la généralisation dans les occurrences négatives. Et vous passez donc au cas particulier, et puis vous le faites plusieurs fois, et puis vous arrivez à une phrase qui affirme encore moins que si A alors là, c'est-à-dire vraiment si A alors A, c'est-à-dire vraiment rien du tout, puisque déjà affirmer que si A alors A, c'est rien affirmer. Alors imagine affirmer moins que ça, c'est vraiment rien, on brasse du vide, et à la fin vous avez une phrase. Et cette phrase, un être humain qui jette un coup d'œil dessus dit c'est pas évident. Alors que la phrase qu'il a généralisée plus haut, mais qui faisait 50 milliards de signes, c'était évident. C'était évident, attention, à la lecture des signes près. Parce que si on vous écrit si un truc long, alors, et on répète le truc long après, vous verrez pas au premier coup d'œil que juste avant le alors et juste après le alors, c'est la même chose. Et donc du coup, en pratique, c'est pas du tout étonnant. Mais c'est vrai que très peu de gens savent que tout théorème de maths est un cas particulier d'évidence. C'est-à-dire que c'est une forme dégradée d'évidence. D'évidence formelle, c'est-à-dire si A alors A, et tout, y compris les platitudes qui est supposée, enfin qui est utilisée pour comprendre cette évidence, sont des axiomes. On n'est pas en train de dire comme c'est évident, je ne vais pas le mettre en axiome. À partir du moment où tu l'utilises pour ton raisonnement, c'est un axiome. Il n'y a pas de discussion possible. Tu vas pas pouvoir tricher et dire ah non mais en fait c'est évident donc j'ai pas besoin de. Mais ok, si c'est évident, ça veut dire que tu ne justifies pas, ça veut dire que c'est un axiome, ça veut dire que c'est un postulat de ton raisonnement. Voilà, donc toutes les maths sont basées là-dessus et il n'y a pas à en sortir. Il n'a jamais existé un mathématicien qui va venir se dispenser de justifier un point et dire ce n'est pas quelque chose que j'ai utilisé, supposé. Alors, ce que font souvent, maintenant, aujourd'hui, avec la recherche mondiale, si vous voulez, en mathématiques et les progrès, c'est qu'ils donnent une référence, ils renvoient un article. C'est pour ça qu'il y a des très longues bibliographies dans les articles de sciences, pour dire ça, je ne l'ai pas prouvé, mais ça a été prouvé par un tel en telle année, et vous pouvez trouver la preuve à tel endroit. Voilà, dans telle autre revue officielle. Bon, ça marche comme ça. Maintenant, vous allez me dire, ah, mais ça doit être super long à écrire, parce qu'il y a des axiomes qu'on utilise tout le temps. Donc oui, il y a une liste d'axiomes qui sont sous-entendus, qui sont des axiomes vides du langage, vérifiés. Enfin bon, après, il y a une crise des fondements. C'est pas très important. Donc voilà, première erreur de Yves, il pense que la crise des fondements, c'est important. Non, la crise des fondements, c'est kiffant. Il ne faut pas confondre important et kiffant. Cette crise des fondements, c'est pas une crise. On a découvert que l'ancien système d'axiomes tacite, et tout venait du tacite qu'on utilisait, il permettait de prouver tout ce qu'on veut. C'est pas une crise. Quand vous avez tout ce que vous voulez, c'est juste que ça a généré des discussions pour dire c'est pour ça qu'il faut mettre tous les axiomes. Voilà. Et c'est quand on a utilisé les grands ensembles qu'on s'est aperçu qu'au bout d'un moment, la taille dépasse la résistance logique et vous pouvez prouver 0 égale. En gros, si vous voulez, on s'est dit pour avoir que 0 est différent de 1, pour avoir que deux choses peuvent être différentes, pour avoir que vrai est différent de faux, il y a une limite qu'on ne connaît pas, mais qui aujourd'hui a été fixée conventionnellement aux bases qu'on a toujours utilisées dans l'histoire et qui ont donné des théorèmes de maths utilisables. Et ce système s'appelle ZF, pour Zermelo-Frankel, auquel on ajoute l'axiome du choix, et puis il y a eu des recherches là-dessus, il y a des laboratoires qui ont travaillé. Et aujourd'hui, vous avez le droit de dire je n'ai pas supposé tel truc, alors que ça se voit que vous l'utilisez dans votre raisonnement, et bien tout simplement c'est un axiome de ZF. Mais en dehors des axiomes de ZF, sinon vous devez préciser. Vous devez dire ah non attention, là je le prouve pas, je vais le supposer. Je vais prendre un exemple simple, vous pouvez utiliser le système ZF sans l'axiome du choix, mais dire je décide que toutes les parties de R sont mesurables. Donc c'est du niveau de puissance de ZF plus il existe un cardinal inaccessible. Donc c'est pas très... La convention veut que ce soit pas très puissant, mais c'est strictement plus puissant que ZF, ça on peut le prouver. Et du coup, le mec, le mathématicien, il va pas arriver en disant voilà, je vous prouve tel truc et je vous emmerde. Non, le mec, s'il a décidé et c'est très pratique, hein, il y a énormément d'articles qui sont publiés en supposant, parce que c'est simple et que ça a été sécurisé par Soloway, vous pouvez prouver que vous pouvez utiliser l'axiome, donc il est incompatible avec l'axiome du choix, que tous les ensembles sont mesurables, sont le beg mesurable. Mais il le dira le mec. Il va commencer son article en disant attention, je me place dans ZF plus toutes les parties de R sont mesurables. Toutes les parties de R sont le beg mesurable évidemment, ou un autre axiome, l'axiome de détermination par exemple, ou même pire, l'axiome de détermination avec R, AD, R, etc., où on monte très haut, et on peut monter encore plus haut avec des cardinal huge. Mais ça on le dira.
C'est-à-dire que le mec, il va pas commencer un article en disant voilà, je vais vous présenter un théorème et je suis capable de le prouver dans ZF et je vais vous le prouver dans ZF. Non, si le mec il utilise 4 inaccessibles ou un huge cardinal ou un cardinal mesurable ou un cardinal super compact, il va dire je vais travailler dans ZF, C, plus il existe un cardinal super compact et je vais vous démontrer ça. Et ce sera admis, enfin ce sera accepté comme un travail mathématique profond. Mais il le dira. Il dira pas j'ai prouvé, surtout qu'on sait qu'on peut pas le prouver, donc il dira pas il va pas cacher qu'il a utilisé un cardinal super compact ou un cardinal inaccessible ou un cardinal de Malo, tout ce que vous voulez, dans les trucs qu'on peut rajouter. Je vais pas faire l'histoire des maths, hein. Mais il le dira. Et il aura la médaille Fields tout autant. C'est-à-dire que si aujourd'hui quelqu'un arrive et dit en partant de l'hypothèse qu'il existe un huge cardinal et même un n huge cardinal quel que soit l'anti-n, et je vais en déduire la conjecture de Riemann, et si il n'y a pas d'erreur dans le raisonnement, le mec a la médaille Fields. Pourtant, personne ne peut dire aujourd'hui que ce système, ZF plus, quel que soit n, il existe un huge cardinal, est une théorie non risquée. C'est des théories qui... Voilà, on a trouvé des directions dans lesquelles étendre ZF, très platoniciennes, très profondes, qui vont très loin, mais dont le prix à payer, c'est que elles sont très très puissantes, ces théories, et donc on ne sait pas si elles sont contradictoires ou non. Je vous rappelle, la limite du contradictoire, c'est quand vous pouvez tout prouver. Donc 0 égale 1, et là, du coup, voilà. Donc si un mec, il arrive avec une théorie qui est contradictoire et qui dit, dedans, je vais vous prouver l'hypothèse de Riemann, tout le monde va rigoler, là, il n'aura pas de récompense. Mais si un mec arrive en disant, je vais vous prouver l'hypothèse de Riemann à partir de l'hypothèse qu'il existe un cardinal super compact, ou à partir de l'hypothèse qu'il existe un cardinal inaccessible, c'est-à-dire, parce que comme c'est un énoncé arithmétique, l'hypothèse de Riemann, elle est insensible à ça, en supposant tous les ensembles Lebesgue mesurable, il aura une médaille Fields. Je peux vous le certifier, il aura une médaille Fields. Et pourtant, il n'aura pas démontré l'hypothèse de Riemann. Il aura démontré que dans ZF, C, ou dans ZF tout court, peu importe, on peut prouver que un grand cardinal, c'est-à-dire l'hypothèse que tous les parties de R sont Lebesgue mesurables, implique la conjecture de Riemann. Il aura la médaille Fields, et d'ailleurs il touchera le $1 000 000 du Millennium Problem. Donc effectivement, en un certain sens, parfois on peut se permettre de sortir de ZF, mais en introduisant toutes les hypothèses qu'on fait, et effectivement, il y a une direction dans laquelle aller, celle des grands cardinaux, et grâce au forcing, ça revient à faire plein de trucs à propos d'objets qui ne sont pas forcément des grands cardinaux, qui vont permettre, voilà, vous aurez une récompense mathématique. C'est-à-dire qu'il n'est pas considéré comme loufoque d'utiliser des grands cardinaux, mais sécurisé, patenté, avec une étiquette, étudié par les spécialistes de théorie des ensembles. C'est pas, voilà, c'est pas n'importe qui arrive en disant, j'ai inventé un nouvel axiome de grand cardinal, je vais prouver un truc avec, et je vais réclamer une récompense. Parce que vous pouvez pas savoir, c'est comme l'encryptage et le décryptage, vous pouvez pas savoir si c'est pas un petit malin qui à la maison s'est dit je vais utiliser plein d'axiomes bizarres, je vais arriver à mes fins et ensuite je vais essayer de tricher pour cacher ce que j'ai fait et mettre ça dans un nouvel axiome de grand cardinal. Et là, les mathématiciens, ils vont pas vous dire on va pas travailler un an à décrypter si tu l'as pas fait exprès. Donc l'article sera examiné. Hein. L'article sera examiné parce que si l'axiome il est bien conservatif, c'est bien un axiome de grand cardinal. Un axiome de grand cardinal, c'est un truc qui est indestructible par forcing. Donc bon, vous avez des axiomes qui peuvent être détruits par forcing, comme V égale L par exemple. Donc, mais s'il est indestructible par forcing et que le mec il prouve donc qu'il a utilisé un axiome indestructible par forcing pour démontrer un résultat, son papier, son article, il sera analysé. Bon, mais le fait est qu'à la fin, tout se passe dans ZF. Et ça, c'est pas une opinion, c'est juste banal. C'est-à-dire, c'est une éthique, c'est un règlement intérieur. Et encore une fois, quand je dis tout se passe dans ZF, il faut bien comprendre une chose, c'est pas ça qui est important, c'est pas ZF est impérialiste, c'est l'Amérique, voilà, non, c'est pas ça le problème, et on voit qu'à travers ces lectures, parce que moi je connais les gens qui peuvent avoir influencé Arthur Yves Dn, il l'a perçu comme ça, et absolument pas. Il faut savoir qu'un théorème de maths publié aujourd'hui, c'est pas P. L'énoncé du théorème, c'est ZF implique P, ou ZFC implique P si on a utilisé l'axiome du choix. Et il n'y a pas d'impérialisme là-dedans de ZF. C'est juste, les gens travaillent, ils sont payés, il faut au moins publier, je dirais, pour éviter de passer en conseil de discipline ou en alerte CNRS, il faut quand même démontrer des théorèmes. On n'a pas été embauché pour faire de la métaphysique ou de la philosophie, c'est pareil d'ailleurs en physique. Les gens démontrent des théorèmes et il se trouve que les gens sont habitués à travailler dans ZFC parce qu'en fait ZFC c'est rien. Et alors là, j'entends Yves me sortir tous les poncifs, mais tout à fait respectable hein, de la théorie des catégories et compagnie, qui se veulent comme une alternative à ZF. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est pas de savoir si on peut avoir des théories plus faibles que ZF qui seraient fructueuses. Tout le monde sait qu'il y en a, et la théorie des catégories pour des raisons politiques compliquées, ils n'ont pas eu beaucoup de crédit, etc. Ils se comportent un peu comme les Algériens aujourd'hui par rapport à l'Occident, c'est-à-dire ils sont écorchés vifs. Donc ils essayent de sortir de l'idée qu'ils sont une spécialité, ils se veulent fondateurs, etc. avec les topos, avec tout ça. En fait, ça c'est des discussions humaines, c'est de la politique scientifique. C'est-à-dire aujourd'hui,
Et la grande confusion, elle viendrait de ce que des gens qui comprennent, et j'en ai croisé bien d'autres que Yves, sinon je me donnerais pas la peine de faire ce genre d'audio, les gens, quand ils entendent des discours comme ce livre, ils pensent que les personnes pourraient utiliser la théorie des catégories, ou une théorie alternative, dissidente, tout ce que vous voulez, pour démontrer des théorèmes de maths qu'on n'arriverait pas à démontrer avec... Et c'est ça le message. C'est pour ça que j'ai corrigé son erreur. C'est absolument pas comme ça que ça se passe. C'est en fait, il y a des gens qui disent, pour des raisons humaines, pour des raisons intuitives, pour des raisons de compréhension profonde du monde, on n'a pas besoin de tous les infinis ZFiens. Bon, je passe, hein, c'est parce que quand ZF a été stabilisé, Cantor a montré qu'il y avait plein d'infinis, et il y en a qui sont vraiment très grands et qui ne sont pas utilisés en physique, enfin bref, voilà. Et donc il y a des gens qui disent, concentrons-nous sur une autre manière de parler du monde mathématique, des objets mathématiques, par exemple avec les catégories, avec les topos, avec tout ça, parce que les topos génèrent une logique intuitionniste, etc. Bon, mais ça, c'est un autre sujet, c'est un sujet tout à fait digne d'être discuté pendant des milliers d'heures. Mais ça, il n'empêche que ça ne va pas changer la règle du jeu, que tu dois prouver ce que tu dis, et donc si tu arrives et que tu écris un article, soit tu vas devoir donner le nom de ton système, soit ça va être ZF. C'est aussi con que ça. C'est-à-dire que si tu n'as rien dit, ton théorème, tu prétends l'avoir prouvé dans ZF. Maintenant, si tu veux utiliser un autre système, bah, tu donnes le nom et puis tu prouves ton théorème dans cet autre système. C'est vraiment, voilà. Alors ensuite, il me coupe la parole en me disant, ouais, je connais machin, machin, machin. Bon, est-ce qu'on a besoin d'avoir un CV des restaurants où tu vas dîner avec des VIP du monde scientifique et alors, il a parlé de Jean-Yves Girard. C'est vrai que Jean-Yves Girard, il est un peu problématique dans la communauté scientifique parce qu'il a passé une bonne thèse. Puis bon, c'est quelqu'un qui a un tempérament qui fait qu'il voilà, il monte un peu, il fait du bruit, quoi. Et puis, il a depuis développé un domaine de recherche où il embauche énormément de gens très jeunes, 20, 30, vous voyez, et souvent il va les chercher dans des milieux pas très... Il va pas les chercher à Rudulm, hein. Voilà, il va pas chercher des mathématiciens patentés, il va chercher des très jeunes à qui il donne un emploi et qui travaillent en logique linéaire, bref, en logique affine, en sémantique, etc. Enfin, alors je vais rappeler ce que c'est la sémantique. La sémantique, c'est l'objet mathématique, le modèle qui est censé correspondre à vos phrases, ok. Et la logique linéaire renonce à trois axiomes puissants de la logique classique, le tiers exclu, le fait de pouvoir cloner les hypothèses, c'est-à-dire de dire que quand j'ai supposé A une fois, c'est comme si je l'avais supposé 52 fois, et le fait de pouvoir jeter des hypothèses qu'on n'utilise pas. Par exemple, vous ne pouvez pas dire que si vous avez A, alors vous avez B implique A, en logique linéaire. En logique affine, vous pouvez le dire, mais vous ne pouvez pas dire que si j'ai A, alors j'ai A, mais aussi A. Vous ne pouvez pas le cloner, vous ne pouvez pas l'utiliser deux fois. Bref, il y a eu tout un développement, souvent plus médiatisé que le reste parce que c'est des domaines où ils ont besoin d'argent, de crédit. D'une manière générale, la logique mathématique, c'est un peu le parent pauvre du reste des maths. Ils se font taper dessus au niveau des crédits, c'est compliqué parce que la logique est aux maths, ce que les maths sont aux maths appliquées, ce que les maths appliquées sont à la physique. Donc si vous voulez, quand vous montez en haut comme ça, plus vous allez vers le fondamental, à un moment donné, la courbe s'inverse et là vous avez de moins en moins de crédit dès que vous avez passé le cap du fondamental. Et du coup, parce que le fondamental, ça va moins vite, tout simplement. Vous démontrez, je sais pas moi, 150 théorèmes par jour en maths appliquées, vous en démontrez 10 en fondement, en logique, voilà, ça va doucement, c'est du QI, c'est de la cuisson à feu douce. Donc, c'est très important. Tous les faux dissidents, parce qu'on est en maths, il ne s'agit pas de politique, les gens ils savent faire des maths, ils savent que de toute façon ils devront accoucher de théorèmes, pas de conjectures ou de spéculations informelles. Mais tous ces domaines, attention, ils ne sont pas destinés à résoudre plus de problèmes que ZF, ils sont destinés à en résoudre moins. Ok. Et c'est pour ça que j'ai corrigé l'erreur d'Yves. Lui, il voyait, lui, il m'attribuait, oui, voilà, mais je connais ce délire. Ce sont des gens qui, ils ont étudié ça de loin et ils pensent qu'en maths, on recherche la vérité. Voilà. Et donc, ils pensent que les alternatives pourraient donner de meilleurs accès à la vérité. En fait, c'est l'inverse qui se passe, c'est que vous avez des théories qui disent finalement ZF, c'est quelque chose d'ultra platonicien dans sa démarche. Vous avez tout, la logique classique qui en plus est une conséquence, c'est même pas, elle est même pas supposée, c'est une conséquence de la logique affine à laquelle vous ajoutez l'extensionnalité. Donc vous avez vraiment un système qui est très très platonicien dans sa démarche. Voilà. Mais ça, c'est pas des maths, c'est des considérations philosophiques. Ce système peut être considéré comme ayant une influence psychologique sur le chercheur, qui du coup va rater des théorèmes. Ce seront des théorèmes de ZF, mais il va rater leur substantifique moelle. Voilà, on va dire que si vous démontrez qu'un truc il est vrai dans tous les topos, il est en particulier vrai dans les modèles de ZF, mais il est aussi vrai ailleurs. C'est-à-dire que cette vérité ailleurs pourrait éventuellement avoir une importance psychologique, stratégique, mais ça n'a rien à voir avec une remise en cause. C'est au contraire, c'est un affaiblissement volontaire du système parce que aujourd'hui, quand vous avez prouvé un théorème et que vous avez un poste, une récompense, une promotion, une invitation de voyage à l'étranger pour faire votre conférence sur votre théorème,
le système, il est terrible. Je vais prendre un théorème démontré il y a très longtemps, par exemple, le théorème de Breuer, qui n'a aucune bonne démonstration. Okay, il a plein de démonstrations, de la même manière que Pythagore, mais il n'en a aucune qui soit vraiment considérée comme une bonne preuve qui nous montre ce qui se passe, voilà, qui nous fait profondément comprendre ce qui se passe. Maintenant, supposons qu'un mathématicien jeune, 25, 30 ans, décide de trouver une nouvelle démonstration du théorème de Breuer. Eh bien, il aura énormément de mal à trouver de l'écho à ses travaux. Pourquoi? Parce que le théorème de Breuer est déjà prouvé et que ça apparaît comme une activité éducative de le reprouver autrement. Voilà, ça fait penser au collège avec toutes ces 200 et quelques, j'en sais rien, je ne me rappelle plus, preuves publiées du théorème de Pythagore. Et il y a un mépris illégitime à l'égard de ce type de travaux. C'est-à-dire que on devrait allouer des crédits aux gens qui décident de prouver des théorèmes déjà prouvés dans ZF, mais en utilisant des systèmes plus faibles. Alors bon, ça on le fait pour l'arithmétique de Peano, etc., mais en général, ça va un peu tout seul. Mais on pourrait imaginer, en particulier à travers les révolutions qu'il y a eu en physique, imaginer que le simple fait de réécrire quelque chose de bien connu, un poil autrement, permettrait d'avoir accès à des trucs. Et ça, il n'y a pas de crédit pour ça. Alors, c'est dans les habitudes, voilà. T'arrives, ouais, je suis mathématicien professionnel, je voudrais proposer une contribution. Ah ouais, c'est quoi? T'as résolu quel problème qui n'avait pas encore été résolu? Vous voyez? Et c'est là où vous allez avoir un blocage, et effectivement vous avez des gens qui font des catégories, qui font autre chose, qui vont dire, qui prétendent même refonder les maths tout en s'appuyant sur ZF, mais bon c'est pas, mais sans le dire, hein, c'est compliqué, qui sont sur ces territoires de finalement, il n'y a pas que les théorèmes, il y a comment on les prouve, et finalement, faut du pognon pour des gens qui vont vous donner une toute nouvelle preuve d'un théorème déjà très connu, comme, je sais pas moi, le théorème de Breuer, typiquement c'est un théorème qui a plein de démonstrations différentes, il n'y en a pas une seule qui est... Alors, j'ai reçu un appel, donc je continue, mais je m'en rappelle plus. Oui, voilà, donc vous avez plutôt cette activité. Voilà, donc là, j'espère que si... En tout cas, je sais que le Z voulait avoir accès à l'information, et puis bon, c'est des vidéos qui, une fois qu'on les a faites et qu'on les garde bien en archive, on peut les ressortir une fois tous les 6 mois quand ce sujet est abordé. Deuxième point, il parle du théorème de Gödel, disant que le théorème de Gödel a prouvé que les maths n'utilisaient pas que la logique. Je cite encore Yves, en tout cas, le message qu'on peut interpréter, et qu'on peut... Moi, en tant qu'expert, c'est choquant d'entendre ça, c'est totalement faux. Hein. Ce que prouve le théorème de Gödel, c'est qu'étant donné toutes les théories, hein, je ne vais pas donner des raisons, des précisions ultra formelle, n'importe quelle théorie, l'ensemble des théorèmes qu'elle prouve est de mesure nulle par rapport à l'ensemble des phrases qu'on peut faire dans le langage où la théorie s'énonce. Alors, en fait, Gödel, il prouve un peu moins que ça, mais il y a eu des travaux depuis. C'était en fait, on peut presque rien prouver, quoi. Voilà. Aucune théorie mathématique ne permet de prouver beaucoup de théorèmes. Alors, beaucoup, il y en a toujours une infinité, mais si on fait un dessin et qu'on mesure la quantité de choses qu'on peut prouver dans cette théorie, donc on mesure en vert ce qui a été prouvé vrai, en rouge ce qui a été prouvé comme étant faux, c'est-à-dire la négation de ce qui est vrai, hein. Donc c'est pareil, hein, c'est prouvé. Et puis en, je sais pas moi, on va dire jaune, non bleu, ce qui est indécidable dans la théorie. C'est-à-dire que les phrases que la théorie ne peut ni prouver qu'elles sont vraies, ni prouver qu'elles sont fausses. Eh bien la zone jaune, vue d'avion, elle occupe tout l'espace. C'est-à-dire que les ensembles verts et rouges sont négligeables. Et en fait, le théorème de Gödel, il dit juste que la zone jaune, elle contient pas mal de phrases, mais il dit pas combien. En fait, c'est presque toutes les phrases sont indécidables dans quelques théories qu'on pourrait utiliser, que ce soit aujourd'hui en 2025. ZFC n'échappe pas à la règle, et des théorèmes célèbres, parce qu'il y avait un défaut dans le théorème de Gödel, c'est que l'intuition donnait. Le théorème de Gödel propose des phrases, mais l'intuition permet de choisir et de rajouter ces phrases comme axiomes dans un sens et pas dans l'autre. Alors elles ne sont pas prouvées, mais on sait que c'est cette version-là qui est intéressante. C'est considérer qu'elle est vraie et non pas considérer qu'elle est fausse qui va être intéressant. Pour des raisons que je ne vais pas détailler. Et du coup, on avait une asymétrie. Et 20 ans plus tard, enfin 30 ans plus tard, Paul Cohen, il a prouvé l'indécidabilité de l'hypothèse du continu. Donc bon, c'est un énoncé mathématique, hein, qui dit que qu'il existe une surjection du premier ordinal non dénombrable sur l'ensemble R, l'ensemble des nombres réels que vous étudiez au lycée. Et cet énoncé, on peut ni le prouver ni prouver qu'il est faux, mais on peut pas en plus décider à la manière dont on décidait les phrases indécidables de Gödel. Mais d'une manière générale, le théorème de Gödel, il dit que les théories ne décident pas. Et dans la manière dont a fonctionné et la déclaration qu'a fait Yves, on avait l'impression qu'il dit ouais non mais les maths ne se réduisent pas à la logique. Non, bah si. Parce que tu verras jamais un mathématicien dire, bah puisque je peux pas le prouver, mais je vous affirme quand même que c'est une vérité absolue ce truc. Non, ça n'existe pas. Ça a d'ailleurs été une des erreurs de Roger Penrose, et une erreur très répandue chez les gens un peu snobs qui ont une culture, bah un peu comme Yves, hein, mais je dis pas qu'il est snob, mais qui ont une culture mathématique mais qui connaissent pas les choses en profondeur, parce que bon, c'est pas leur, voilà, c'est pas leur vie. Ils ont tendance à croire qu'il serait courant en mathématiques, bah puisqu'on peut pas le prouver avec la logique, on va le prouver autrement. Bah non, ça existe pas du tout. Vous allez le traiter de la manière habituelle, c'est-à-dire que éventuellement vous allez dire qu'il y a les conséquences d'un truc. Ce truc, vous allez peut-être dire que vous le prenez comme axiome, tout sera net, tout sera clair. Vous n'allez pas arriver en disant on va décider l'hypothèse du continu. Il y a d'ailleurs l'un des plus forts théoriciens des ensembles du monde qui s'appelle Hugh Woodin, qui fait régulièrement des conférences
sous la forme du move pour dire je vais décider de l'hypothèse du continu à l'aide d'arguments. Alors là on est ultra technique et lui pour le coup il monte très haut au niveau des grands cardinaux. Et évidemment on sait qu'elle ne peut pas être décidée et puis surtout on sait qu'elle ne peut pas être vraiment décidée de cette manière-là sauf à tordre le cou à tout un tas de modestie, de relativisme. Mais voilà lui c'est le meilleur et c'est le maître absolu de la théorie des ensembles psychologiquement, on le laisse parler, il est marrant, ça fait travailler les gens, ça motive, mais bon, jamais Houdin viendra vous voir en vous disant j'ai prouvé l'hypothèse du continu ou où j'ai prouvé qu'elle était fausse. Et à la différence des phrases de Gödel où on sait exactement leur statut, même si bien qu'on sache qu'elles ne soient pas prouvables, on sait que l'une diminue le nombre d'entiers qu'il y a enfin voilà, après je vais utiliser une notion bizarre mais je ne vais pas la documenter, alors que l'autre elle implique l'existence d'entiers infinis dont on ne peut pas montrer l'inexistence dans Peano mais dont on peut montrer l'inexistence autrement, en l'occurrence dans ZF. Mais dans ZF c'est un peu pareil, enfin bref, vous échappez jamais au fait que vous ne pourrez jamais être sûr qu'il n'y a pas d'entier infini dans le monde où vous travaillez. Et puis ça n'a d'ailleurs même pas de sens en fait. Il existe un entier infini au sens intuitif, naïf du terme, est un énoncé qui n'a pas de sens. C'est un petit peu comme Dieu existe, Dieu n'existe pas, etc. Voilà, donc ça c'est une des... J'ai fait exprès une très longue vidéo pour donner un exposé général. Alors maintenant, regardons un peu ce qu'on peut soupçonner de la vie d'Yves à partir de ces lectures. Déjà, il confond la crise des fondements, et c'est pour ça que moi je suis pas d'accord pour appeler ça une crise, ce n'est pas une crise. C'est un moment magique. Okay, si demain quelqu'un démontre 0 égale 1 dans ZFC, l'histoire enregistrera ça comme une crise, puisque là pour le coup ZFC ne pourra plus être utilisé pour publier des articles. Mais pour démontrer des théorèmes. Enfin, vous pourrez, une fois que vous aurez prouvé que 0 égale 1, vous pouvez prouver tout ce que vous voulez. Vous prenez, alors ça, je vais vous le prouver quand même. Imaginons que vous souhaitiez prouver que les poules ont des dents. Vous avez prouvé que 0 égale 1. Maintenant, il y a une phrase qui est évidente, qui est la suivante. Si 0 égale 1, alors les poules ont des dents. Cette phrase, elle est vraie. Alors, je sais que populairement, c'est pas très connu qu'elle est vraie. Alors, vous prenez sa contraposée, et je vous laisse googler la notion de contraposée. Elle dit si les poules n'ont pas de dents, alors 0 est différent de 1, et ça c'est vrai. Parce que vous jetez l'hypothèse, vous regardez que la conclusion, elle est vraie, donc si vous ajoutez une hypothèse, ça change rien, elle continue d'être vraie. Si vous avez une garantie de quelque chose, et qu'on vous apporte une garantie supplémentaire, ça va pas tuer la garantie du quelque chose. Sauf en logique linéaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça s'appelle pas une crise, ça s'appelle une grande nouvelle, ça s'appelle un scoop. Faut pas confondre maths et physique. Personne ne tient à ces axiomes en maths. Ils font partie des hypothèses de votre travail. Quand vous utilisez un axiome en maths, froidement, vous l'attaquez. C'est-à-dire que vous prouvez qu'il implique quelque chose. Et en prouvant qu'il implique quelque chose, vous lui donnez une raison subjective de plus de tomber un jour. De tomber au champ d'honneur des phrases qui, pendant un temps, on les voulait vraies ou on les croyait vraies, et en fait, on s'aperçoit qu'elles sont fausses parce qu'elles impliquent un truc faux. Okay, donc il ne faut pas confondre, c'est pas une crise des fondements qu'il y a eu, c'est par exemple quand vous faites parler les phrases et que vous prenez la phrase P suivante, je suis fausse, et que vous démontrez qu'elle est à la fois vraie et fausse, et que donc votre système linguistique il est contradictoire, la vulgarisation fait passer ça pour un paradoxe gênant. La réalité c'est que vous avez un théorème avec des hypothèses. Et vous êtes content, c'est un théorème de plus. Alors oui, l'interprétation, l'utilisation ultérieure ne sont pas... Voilà, vous avez mis des axiomes, vous avez réussi à prouver que vrai égale faux. Donc en informatique ça pose un problème, puisque vous enregistrez comme bit 0 le faux par exemple, et comme bit 1 le vrai, enfin en général on fait l'inverse, mais c'est pas très important. S'ils sont égaux, vous allez en prouver les choses, tout va être égal à tout. Ok, tout simplement je vous prends avec des nombres, 0 fois x ça fait 0, et 1 fois x ça fait x, et donc 0 égale x. Donc 0 égale y aussi, et x égale y, n'importe quoi est égal à n'importe quoi. Donc voilà, si vous avez vrai égale faux, effectivement, si vous avez prouvé à partir d'axiomes que vrai égale faux, vous avez tout simplement prouvé que l'un des axiomes que vous avez utilisé est faux. Alors là, pour la phrase je suis faux, c'est est-ce qu'une phrase peut parler, peut dire je, est-ce que le vrai a un sens, est-ce que le faux a un sens, et évidemment, il ne faut pas oublier, pourquoi pas, vrai est égal à faux. Alors ce qu'on fait aujourd'hui de manière moderne, c'est qu'on n'en rejette pas un arbitrairement, on examine l'harmonie géométrique et les connexions qu'ils ont entre eux, on fait de la géométrie des phrases, et puis on s'éclate. Et ça donne une activité mathématique, voilà. Mais déjà, lui, et moi je sais que les gens à la retraite, comme ça, qui lisent, qui cherchent à se tenir au courant, la crise des fondements, ils confondent ça avec la relativité ou avec la théorie quantique en physique. Ça n'a absolument aucun rapport. C'est au contraire, la crise des fondements, c'est ce qui a permis aux maths de se développer de façon industrielle en quelque sorte, puisqu'on ne pouvait plus rigoler. Le mec il est arrivé avec un théorème. Si vous n'aviez pas fait un peu le ménage, quelqu'un allait vous répondre oui, mais grâce à l'astuce de Russell, moi j'ai mieux, je te prouve tout de suite le théorème que tu as prouvé, parce que moi je te le prouve en le déduisant de 0 égale 1 qui a été prouvé par Russell. Donc on voit bien qu'il fallait faire le ménage, mais c'est un ménage parfaitement formel et j'oserais dire positif. Et enfin non, c'est pas j'oserais, j'ai pas besoin d'oser, mais je veux dire, j'insiste positif, ça va toujours dans le même sens, on a prouvé un truc de plus. Et donc ce truc de plus, on en tient compte, et voilà. C'est pour ça qu'on a considéré que, alors tout est ensemble, mais si vous prenez l'ensemble des ensembles qui ne s'appartiennent pas à eux-mêmes, vous êtes obligé de changer de logique pour qu'il n'y ait pas de contradiction, et de manière extrêmement intense. Et donc du coup, la convention, le choix qui a été fait à ce moment-là, parce qu'on avait une démarche platonicienne, c'est le 10e problème de Hilbert,
on a du mal à se mettre à sa place aujourd'hui, mais un mathématicien très célèbre qui arrive à dire est-ce qu'on peut tout résoudre avec les maths, c'est quand même, aujourd'hui évidemment on n'en parle pas. Les maths répondent, comme je l'ai dit, l'ensemble des questions auxquelles elles répondent et de mesures nulles dans l'ensemble des questions, quelle que soit la théorie récursive dont on parle. Donc de toute façon c'est fini, on sait qu'on peut résoudre 0% des problèmes. Alors 0% dans l'infini ça fait quelques trucs, hein, mais voilà. Mais à l'époque on était platonicien, Hilbert avait des ambitions, il a dit est-ce qu'on peut résoudre toutes je crois que c'est les équations diophantiennes de manière, voilà, il a été démontré que non, théorème de Machiavelli, qui est une variante du théorème de Gödel. Si vous voulez, en fait, et on a du coup, on a gardé que les petits ensembles. Et on a verbalement mis ce que veut dire petit, tout en gardant l'infini. Donc on a gardé les infinis, mais les petits infinis. Parce que les grands infinis font péter le système. Et permettent de prouver que 0 égale 1 en logique classique. Et du coup, bon bah voilà. Et si on utilise l'exponentielle de Girard, même en logique linéaire, même en logique affine, enfin bref, quand on commence à être sur des très gros ensembles, on commence à avoir un paysage mathématique qui respire, c'est-à-dire qui change sans changer de nom. Et donc on obtient des contradictions, hein, tout simplement. Parce que vous avez des phrases à la fois vraies et fausses, vous avez tout ça. Enfin, c'est comme ça d'ailleurs qu'on peut prouver que la phrase Dieu existe et la phrase Dieu n'existe pas ont exactement le même sens à cause de la supersymétrie de construction. Et bien, qu'est-ce que je voulais dire, c'est conventionnel. C'est-à-dire que vous n'avez pas, c'est pas comme la physique. Vous n'avez pas quelqu'un qui dit, je vais être le Einstein des mathématiques et je vais remettre en cause, on va considérer que ZF c'est Newton et que moi Einstein je vais remettre en cause ZF. Alors il se peut tout à fait que quelqu'un un jour fasse tomber ZF en prouvant 0 égale 1 dans ZF. Ou en prouvant ZF plus il existe un ensemble inaccessible entraîne 0 égale 1 parce qu'on a par convention tendance à penser que ça rend ZF très suspect, même si c'est pas une contradiction dans ZF de démontrer qu'il existe, qu'il n'existe pas de cardinaux inaccessibles, ça le rendra très suspect. Mais voilà, et on sera dans du progrès, ce sera toujours positif, on va toujours avancer, on va toujours prouver des nouveaux trucs. Et on n'est pas, en physique, on a renoncé. Il y a un renoncement à utiliser les axiomes de Newton, partiellement, hein, on le fait encore, mais on sait que c'est des approximations. La physique fondamentale, elle est basée au niveau local, enfin l'espace tangent à la variété de l'espace-temps qu'on utilise en physique, quoi, en relativité générale, donc c'est la relativité restreinte. C'est pas Newton. Voilà, on n'additionne pas les vitesses. La formule, si vous avez deux vitesses AB, si le train qui circule à la vitesse A voit quelque chose aller à la vitesse B, les gens qui sont au repos et qui voient le train passer à la vitesse A, ils ne voient pas le truc aller à la vitesse A plus B. Ils le voient aller à la vitesse A plus B divisé par 1 plus AB. C'est-à-dire que l'espace-temps, voilà, il y a eu une révolution. Ça n'existera pas en maths de manière, de cette façon-là. Parce que ZF, c'est un ensemble d'axiomes parfaitement définis, et puis que si vous arrivez à prouver 0 égale 1, ce sera un succès. Personne aujourd'hui qui utilise ZF ne dit on n'y arrivera pas. Je suis persuadé qu'il y a des tas de petits amateurs qui se disent bon, j'ai pas assez fait de découverte, donc la grande découverte que je vais faire, je vais péter ZF, je vais trouver une contradiction dedans. Alors évidemment, ils le disent pas, c'est pas très... ça donne l'impression d'être narcissique. Les gens, quand on dit ça, on donne l'impression d'être narcissique. Ça paye pas au niveau carrière mathématique et scientifique. Mais il y en a plein qui espèrent. Alors que le physicien aujourd'hui, il n'est pas forcément... Alors il y en a, mais il n'est pas forcément très enthousiaste à l'idée que la théorie actuelle tombe, c'est-à-dire l'une des deux, la relativité générale ou la théorie quantique. Parce que quand les théories physiques tombent, c'est les mathématiciens qui doivent reprendre le relais. C'est-à-dire que vous avez, bien sûr les physiciens restent actifs, mais on repart aux bases, on repart au fondement, on repart à la logique élémentaire, à la compréhension profonde de qu'est-ce qu'il y a en premier, vous voyez les atomes, la pensée, le ceci, le cela, l'énergie, les nombres discrets, les quanta ou alors le continu, blablabla. Donc quand une théorie tombe de physique, le physicien de labo, il va devoir changer son quotidien, il va devoir retomber en enfance pour dire merde, si je dois remettre en cause ce truc-là que j'utilise depuis 10 ans pour mes expériences en labo et pour mes lettres de demande de crédit à l'État, hein, au ministère qui finance les sciences, c'est pas du tout la même chose. Si ZF tombe, il n'y a pas de problème. On va s'éclater. Déjà, tout le monde va consommer la démonstration et jouir. Parce qu'il y a un truc à consommer, il y a un truc à manger immédiat et c'est toujours là, ça a toujours le même goût, enfin, avec des intensités différentes.